Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de cacher des clés publiques avec Lou Vaillant. Bonjour Lou. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Lou, on a déjà réalisé un épisode avec toi sur MonoCypher, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc, je m'appelle Lou Vaillant et j'étais ici principalement en tant qu'auteur d'une lib de crypto, MonoCypher, qui avait l'avantage d'être petite, facile à installer, facile à utiliser, extrêmement portable, en pur C, qui a été audité peu après la diffusion du dernier épisode, avec une revue plutôt positive. Donc j'en suis très content. Et une des choses que MonoCypher fait, et qui est relativement peu présent ailleurs, c'est de cacher des clés publiques à l'aide d'Alligator. Alors, est-ce que tu peux très brièvement nous rappeler le principe de chiffrement avec des clés publiques-privées et nous expliquer pourquoi il est important de les cacher, ces clés publiques ? Typiquement, le chiffrement à clé privée et clé publique, dans ce qu'on cache, c'est la clé privée. Et on diffuse la clé publique. Donc c'est un objet assez magique où on génère pour soi une clé privée, à partir de laquelle on calcule une clé publique, et ensuite on diffuse la clé publique. Par tout un tas de mécanismes de gestion des clés, on s'arrange pour que les autres aient confiance que la clé publique est bien liée à une identité particulière, donc c'est ma clé publique et pas celle du voisin. Et à partir de là, on peut m'envoyer des messages sur cette clé publique, de telle sorte que on peut chiffrer les messages grâce à ma clé publique, mais je serai le seul, avec ma clé privée, à pouvoir les déchiffrer. Donc ça, c'est le résumé. Alors justement, parce qu'elle est publique, pourquoi est-ce que ça fait du sens de vouloir la cacher ? Alors, c'est quand on souhaite cacher le fait que l'on fait de la cryptographie. Dans beaucoup de calculs que l'on fait en cryptographie, la plupart des messages, c'est du bruit uniforme. Donc généralement, quand on fait de la cryptographie, on envoie des messages qui sont du bruit uniforme. Un message chiffré avec une clé symétrique, typiquement, ne peut être distingué d'un bruit uniforme avec une entropie maximum et tout ça. C'est ce qui fait que on ne peut pas le déchiffrer. C'est ce manque total de distinction. C'est juste du bruit. Sauf évidemment si on connaît la clé de déchiffrement. Quand on fait de la crypto à clé publique, notamment quand on fait des échanges de clés, je diffuse dans mon message une clé publique avec laquelle on pourra faire un échange entre une clé publique et l'autre clé privée. On pourra expliquer ça plus en détail plus tard. Mais je dois envoyer cette clé publique. Et cette clé publique n'est pas un nombre totalement aléatoire. Ça pose un problème quand on essaye de cacher ce message, par exemple dans un fichier audio, dans une image, en faisant du bruit par ailleurs, parce que il y a un biais dans le bruit statistique. Et donc quand un espion prend une image et dit « Est-ce qu'il y a de la crypto dedans ou est-ce que c'est juste du bruit ?» et qui fait la procédure d'extraction de bruit pour voir s'il y a de la crypto dedans. S'il obtient autre chose qu'un bruit uniforme, il peut se douter qu'il y a une couille dans le potage. Il peut se douter qu'il y a un problème. Du coup, en transformant les clés publiques en bruit uniforme, on peut par la suite faciliter la dissimulation des messages dans quelque chose qui ressemble à autre chose que de la cryptographie. Donc parce qu'une clé publique, elle a un shape, ou je sais pas comment on peut dire, elle ne ressemble pas du bruit uniforme. Oui, alors si je prends l'exemple des clés publiques qu'on a avec les courbes elliptiques, donc en particulier Curve 25519, qui est inventé par Daniel G. Bernstein, qui est assez populaire en ce moment, notamment utilisé pour les signatures des 25519. Cette courbe-là, il y a au moins trois sources de manque de hasard qui fait que ce n'est pas du bruit totalement uniforme. Alors déjà, le bit de poids fort est toujours à 0.
C'est 2 puissance 255 moins 19, et donc c'est 2 puissance 255 et pas 2 puissance 256. Et donc comme on transmet que des octets, il faut remplir ce bit de poids fort par quelque chose d'aléatoire. Mais ça, c'est facile, c'est pas vraiment un problème. La deuxième source de biais statistique, c'est le fait que on n'utilise pas la courbe en entier. Pour avoir plus tard beaucoup de courbes elliptiques, notamment celles du NIST comme P256, ont ce qu'on appelle un ordre premier, qui, pour résumer, ça veut dire qu'elles ont un manque total de structure, et c'est ça qui fait que les opérations qu'on souhaite difficiles sont difficiles. Malheureusement, les courbes de Montgomery comme curve 255-9 ont un petit peu de structure. Et pour éliminer cette structure, on n'utilise qu'une partie de la courbe qui, elle, est dénuée de structure. Ce qu'on appelle le sous-groupe d'ordre premier, techniquement. Le problème avec ça, c'est que comme on n'utilise que le sous-groupe d'ordre premier, il est très simple, par une simple opération qu'on appelle multiplication scalaire, une petite opération qui prend même pas une fraction de milliseconde, on peut vérifier à quel sous-groupe la clé publique appartient. Et dans le curve 255-19, il y a 8 sous-groupes de taille égale. Donc déjà, il y a 3 bits d'information dans le simple fait qu'on est sur le sous-groupe principal. Alors, c'est pas très grave, on peut s'en dépatouiller, parce qu'on peut en fait changer la clé de sous-groupe. On peut simplement ajouter un point spécial au point d'origine, et en ajoutant ce point-là, on fait changer de sous-groupe tout simplement. Donc on choisit un point au hasard, et du coup, on peut être dans n'importe lequel des 8 sous-groupes. Et quand on utilise ce point plus tard, on peut le remettre dans le groupe principal avant de faire les autres opérations. Ou alors d'avoir des astuces qui le remettent dans le groupe principal de toute manière. Donc, le bit de poids fort, c'est un bit d'information. Le sous-groupe d'appartenance, c'est 3 bits d'information. Il y en a un 5e. Et celui-là, il peut pas être résolu de manière triviale. C'est le fait que les courbes elliptiques suivent une certaine équation, donc c'est un certain point qui suit une équation. Quand on envoie un point dans une courbe elliptique, si on envoie le point en entier, on a la coordonnée alors U et V, on les appelle traditionnellement. Ces coordonnées U et V suivent une équation très particulière, et si on peut les examiner, on voit tout de suite que ça résout l'équation, et on est à peu près sûr que c'est le point d'une courbe. Alors, dans le cas de curve de 155-19, on n'envoie pas le point en entier, on omet la coordonnée V. On déduit cette coordonnée à partir de U. L'ennui, c'est que l'équation, elle dit V carré est égal à U cube plus AU carré, A c'est une constante, plus BU. B c'est encore une autre constante. Le problème, c'est V carré égale. Seule la moitié des nombres pris aléatoirement sont des carrés parfaits dans ce cadre-là. Et donc cette équation, donc une fois sur deux, on va tomber sur un point, s'il est aléatoire, une fois sur deux, ce sera un carré parfait, et une fois sur deux, ce ne sera pas un carré parfait. Dans le cas des clés publiques, c'est toujours un carré parfait. Et là, on est dans la panade, parce qu'il faut trouver une solution pour éliminer ce biais statistique. Et c'est le but d'Eligator, ce qui permet d'éliminer ce biais statistique. On prend un point pris totalement au hasard, on prend un nombre pris totalement au hasard, et on mappe ce nombre à alors on va dire une clé publique. On mappe ce nombre à un point, et surtout l'opération est réversible. Et c'est cette réversibilité qui permet de cacher les clés publiques. Et donc ça, c'est ce que propose ton implémentation, ton outil. C'est ça que propose mon outil. Alors il y a deux utilisations d'Eligator. Donc la première qui me motivait personnellement, c'était de cacher des clés publiques. Il y a d'autres utilisations qui ne nécessitent que de faire fonctionner la fonction dans un sens, celui qui va du nombre vers le point. L'intérêt étant de générer des points dont on ne connaît pas la clé privée, même celui qui l'a généré. Mais Eligator, c'est une bibliothèque ou c'est un logiciel fini? Ah, pardon. Eligator est une opération mathématique inventée. Alors,
Ça a été publié dans un papier de Daniel Bernstein, Mike Hamburg, Anna Krasnova et Tanya Lange. Donc Monocypher implémente Alligator. Pour donner un exemple. On a aussi des implémentations d'Alligator dans l'Ipsodium partiel, et il existe quelques implémentations d'Alligator qui sont en D'accord. dehors de tout. Donc en fait, ceux qui l'avaient publié n'avaient pas fourni d'implémentation de référence avec. Non, mais effectivement, ça c'était un de mes problèmes d'ailleurs, l'absence d'implémentation de référence. Alors, Mike Hamburg a implémenté une version un peu modifiée d'Alligator 2 pour Curve 448 qu'il a inventé. Sauf que c'est une variante d'Alligator qui ne marche pas exactement pareil et que je ne pouvais pas utiliser pour Curve 255.19. Il a aussi fait un mapping similaire pour Ristretto, qui est basé sur Curve 255.19, mais encore une fois, le mapping est légèrement différent, même si les principes de base sont les mêmes. Moi qui utilise Curve 255.19 de base, je voulais juste Alligator, alors Alligator 2 pour être précis, qui était présenté dans le papier d'origine. Est-ce que tu as développé, qu'est-ce qui va s'en servir alors et comment? Alors, l'intérêt du truc, parce que pourquoi s'embêter à cacher une clé publique, et en plus on ne peut pas cacher une clé publique constante puisque la clé publique qu'on connaît tous, on la map vers un nombre, le nombre il est pas aléatoire puisque on fait le mapping inverse et on dit ah oui mais c'est la clé publique de Thomas ça. On ne peut cacher réellement que des clés publiques éphémères qui divulguent extrêmement peu d'informations. Le but c'est de cacher le fait que la cryptographie se fait. Alors, est-ce que tu peux rappeler le principe, la différence entre une clé publique traditionnelle et une clé publique éphémère? Oui, alors, les clés publiques traditionnelles sont des clés qui sont attachées à l'identité d'une personne pendant un certain temps. Enfin, je dis une personne, une entreprise, un ordinateur, c'est utilisé comme identité. Le cas typique des clés vraiment attachées à des identités à long terme sont des clés de signature. Mais on peut faire aussi ça pour le chiffrement. C'est genre, si vous voulez m'envoyer un message, voici ma clé publique, et c'est grosso modo presque l'équivalent d'un numéro de téléphone. Les clés éphémères sont utilisées pour obtenir des propriétés intéressantes au niveau de la sécurité. Et alors, soit on les utilise parce qu'on est anonyme et donc on utilise une clé qu'on va jeter juste après parce qu'on est anonyme. Soit pour éviter que le message soit divulgué quand quelque chose se passe mal après coup. Par exemple, quand on fait un échange de clés normal. Alors, oui, je parlais de chiffrement à clé publique avant. Maintenant, pour savoir comment ça se passe réellement, faut découper un petit peu. Avec les courbes elliptiques, ce qu'on fait typiquement, ce sont des échanges de clés. Donc, Alice et Bob ont chacun une clé publique et une clé privée qui est attachée à leur identité. Et quand on fait une opération d'échange de clés, c'est on combine la clé publique d'Alice avec la clé privée de Bob, ou on combine la clé privée d'Alice avec la clé publique de Bob. Donc on combine une clé privée avec une clé publique. Et qu'on combine dans un sens ou dans l'autre, le résultat est le même. Et c'est un résultat que on ne peut pas deviner si on ne connaît pas l'une des deux clés privées. Et ça fait donc un secret partagé entre Alice et Bob. Et donc, quand ils s'envoient un message, ils peuvent directement utiliser ce secret partagé et faire de la crypto symétrique là-dessus. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de connaître ce secret, et donc de connaître la clé publique de l'autre, et d'utiliser leur propre clé privée. Bon, après, ce secret partagé, il faut typiquement le hacher pour en faire une clé uniforme, mais grosso modo, ça fait comme ça. L'intérêt d'utiliser des clés jetables et éphémères, ça procure de la perfect forward secrecy, c'est ça? C'est-à-dire que, a posteriori, si tu finis par récupérer la clé privée des deux parties beaucoup plus tard, tu pourras pas, en fait, redéchiffrer a posteriori l'échange qui a eu lieu, parce qu'en fait, elle a utilisé une clé dérivée éphémère qui ne sera pas recalculable. Exactement. Donc, si jamais Alice ou Bob se fait voler son ordinateur, sa clé, ils se font capturer par une agence gouvernementale ou juste il y a quelqu'un qui a piraté leur ordinateur,
Ils se font voler leur clé privée. N'importe qui enregistrait les messages d'avant peuvent utiliser la clé privée qu'ils connaissent avec la clé publique que tout le monde connaît pour déchiffrer tous les messages. Avec une clé éphémère, comme on jette la clé éphémère, ça ne peut pas arriver. Donc en faisant un échange de clés entre une clé publique statique et une clé éphémère de l'autre côté, et en faisant des échanges de clés dans l'autre sens, si tout le monde a mis des clés éphémères des deux côtés, on peut plus rien deviner. Même pour des messages que l'on envoie en one shot, où on peut pas avoir de la forward secrecy qui est parfaite. Si Alice envoie un message à Bob et que Bob ne peut pas répondre, Bob ne peut pas envoyer de clé éphémère, et du coup, si on prend la clé privée de Bob, il se fait quand même avoir. Mais si Alice, elle, envoie sa clé publique à une clé éphémère, elle peut éviter avoir le forward secrecy pour elle. Que si elle se fait piquer sa clé publique, le message reste sécurisé. Mais il y a un deuxième intérêt aux clés éphémères, c'est de cacher celui qui envoie le message. Et que seul Bob peut savoir que c'est Alice qui lui a envoyé. Le principe est simple. On commence par Alice génère une clé éphémère, donc anonyme, la combine avec la clé publique de Bob, et grâce à ça, commence à chiffrer un message qui contient la clé publique statique d'Alice, donc son identité. Mais cette fois-ci, son identité est chiffrée. Et seul Bob peut déchiffrer l'identité d'Alice. Et si on veut être un niveau sécurisé encore plus élevé, eh bien on essaye de cacher la clé éphémère elle-même, on essaye de cacher le message en entier, en se disant non, c'était pas de la crypto, c'est juste une image bruitée. Mais pour que ça marche bien, il faut que la clé publique éphémère qu'Alice envoie ne puisse pas être distinguée d'un bruit uniformément aléatoire. Et c'est là que Alligator commence à être intéressant, c'est que on peut, en générant la clé privée, s'arranger pour générer un nombre totalement aléatoire, qui ensuite sera décodé en clé publique, que Bob pourra utiliser pour déchiffrer la deuxième partie du message. Il fait ah ok, c'est du bruit random. Est-ce que c'est un message ? Je vais tester avec ma clé. Ah oui, j'ai réussi à déchiffrer le message, ça s'est bien passé. Et donc, c'est quoi dedans le message ? Ah, c'est la clé publique d'Alice. Ok, donc Alice est en train de m'envoyer un message. On refait encore en plus de ça un échange de clés, et le reste du message peut être déchiffré, et Bob sait que Alice lui a envoyé un message. Et alors, quel est l'intérêt autour de ces techniques ? Ce que je veux dire par là, c'est que le papier date de 2013. Est-ce que des gens ont essayé d'attaquer ? Et est-ce que le NIST, par exemple, essaye de standardiser, ou est-ce qu'il y a de la concurrence entre algorithmes et qu'il y a des concours du NIST, ce genre de choses, quoi ? Alors, non, il n'y a pas de concours à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres alternatives à Alligator qui ont la même chose. Il n'y a pas besoin de concours là-dessus parce que cette primitive, on peut prouver que ça fonctionne. Alors, sur le principe vite fait, c'est que le mapping Alligator, c'est presque une bijection. Donc en fait, c'est qu'on prend un nombre aléatoire entre 0 et 255-19. Alors en fait, entre 0 et 2 puissance 255, mais les 19 qui sont là, on va jamais tomber dessus, et du coup, même si c'est biaisé, c'est un biais qui ne sera pas détectable. On prend ce nombre-là, on applique la map Alligator, et on obtient un point de la courbe qui a une clé publique qui fait partie de la courbe. Et ce qu'on peut prouver, c'est que c'est quasiment une bijection, en plus d'être réversible. C'est-à-dire que pour chaque point de la courbe qui peut être mappé, il existe exactement 2 nombres qui mappent dessus, pas plus. Du coup, c'est assez fabuleux. Comme on peut aller dans l'autre sens, on peut générer aléatoirement une clé publique. Donc, il faut faire attention à un certain nombre de choses, mais grosso modo, on génère un point aléatoire sur la courbe, alors la courbe entière, et on essaye de mapper ce point-là sur un point sur un nombre. On fait le reverse mapping. Et si ça marche, et ça va marcher une fois sur 2, alors on obtiendra un nombre entre 0 et 2 puissance 255 divisé par 2. Et une fois qu'on a ce nombre-là sera, si le point a été sélectionné aléatoirement, ce nombre-là sera totalement aléatoire. Et tout ce qu'on a à faire, c'est remplir les 2 bits de poids fort, on les remplit avec du bruit aléatoire, et là, on a 256 bits complètement aléatoires. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des attaques, bien que ça ait été prouvé correct ? Parce qu'en général, la preuve, elle se fait avec des conditions. C'est-à-dire, on suppose que le choix d'aléa...
la source d'aléa est bonne. Il y a des conditions aussi peut-être sur le nombre de messages qu'on peut en chiffrer avec la même clé, ce genre de choses, quoi. Ok. En fait, c'est la présence d'une bijection qui fait la preuve. Donc pour être précis, tous les nombres entre 0 et 2 puissance 255 moins 10 se mappent à exactement un point de la courbe elliptique. Un et un seul. C'est la moitié de la courbe, certes, mais c'est la courbe. Quand on sélectionne, qu'on génère une clé publique à partir d'une clé privée aléatoire, on parcourt grosso modo toute la courbe. Alors, il y a un certain nombre de biais sur la procédure que j'utilise, mais je peux montrer que ces biais sont suffisamment petits pour que ça ne compte pas. Mais si on fait les choses extrêmement proprement, on sélectionne vraiment un point totalement aléatoire de la courbe. Une fois sur deux, ça ne va pas marcher, c'est pas grave. On refait un sampling jusqu'à ce que ça marche. Ça veut dire qu'on a sélectionné aléatoirement un point de la courbe qui peut être mappé. Cette sélection, elle est uniforme du fait que la clé privée est sélectionnée comme un nombre uniforme. Et donc, il y a un mapping entre la clé privée uniforme, la clé publique uniforme, et le nombre que l'on va publier sur 254 bits uniforme. C'est l'uniformité de la clé privée et la bijection du mapping qui va garantir cette uniformité. Après, pour des raisons pratiques, on peut introduire un tout petit peu de bruit parce que à l'origine, le fonctionnement exact de X255-19, donc le système d'échange de clés avec curve 255-19, sélectionne la clé publique de manière pas tout à fait uniforme. Malgré tout, on peut montrer que le biais n'est pas détectable avant d'avoir observé au minimum 2 puissance 100 points différents. Parce que le biais est de l'ordre de 2 puissance moins 128, quelque chose comme ça. Et ces biais sont juste indétectables, en fait. Ok, donc ça, c'est des primitives de plutôt bas niveau, mais après, oui. Curve 255-19 est utilisé, je sais pas, dans du TLS, des choses comme ça. Donc, est-ce que ton implémentation, elle va de bout en bout, ou est-ce que c'est une brique de base qu'il faut combiner avec un algorithme maison Alors, c'est une brique de base. Malgré tout, Monocypher prévoit une API qui est un peu plus haut niveau que cela. Donc, la brique de base, c'est le mapping dans un sens et le mapping dans l'autre sens. Donc la map qui va du nombre vers le point fonctionne toujours, et la reverse map qui va du point vers le nombre peut échouer. Quand on fait la reverse map, l'implémentation c'est exactement j'ai un point et j'ai un octet aléatoire que je dois fournir, qui est une sorte de tweak qui détermine un certain nombre de paramètres supplémentaires pour injecter suffisamment pour injecter l'aléa supplémentaire dont on a besoin pour générer un nombre uniformément aléatoire. Sur la reverse map, je n'implémente pas Alligator reverse tout seul, j'implémente le package qui génère un nombre de 256 bits aléatoire, donc de 32 octets aléatoires. Donc déjà, c'est un petit peu plus haut niveau, même si ça correspond tout à fait à Alligator, et on peut, en ignorant les 2 bits de pas fort, avoir le mapping réel. En plus de ça, vu que l'utilisation principale qu'on a dans le cadre d'échange de clés, c'est de générer des clés publiques, et le côté public doit être un nombre aléatoire, j'ai en plus une fonction de haut niveau qui prend un seed aléatoire, et à partir de ce seed, génère une paire de clés, avec le côté privé que je garde, et le côté public que je peux envoyer directement puisqu'il est déjà encodé. L'intérêt de partir d'un seed, c'est que comme ça peut échouer, il faut essayer encore et encore jusqu'à ce que ça réussisse. Après, une brique encore un peu plus haut niveau, c'est que l'utilisateur ne fournisse pas de seed et que la librairie s'occupe d'avoir l'aléatoire directement depuis l'OS. Ce que je ne fais pas parce que c'est un choix de design de Monocypher d'être extrêmement portable, et du coup je ne peux pas faire d'input-output, et du coup je ne peux pas avoir de... mais voilà. Et au-dessus encore, ça s'inscrit dans le cadre d'un échange de clés. Par exemple, si on utilise Noise, on fait des noise handshake, on peut respecter la spécification de Noise, sauf quand on envoie une clé éphémère
Et là, on dit, non, là, je vais modifier un petit peu la spec. Au lieu d'envoyer la clé éphémère brute, je vais envoyer la clé éphémère mappée avec Alligator. Donc Noise, tu parles bien du protocole utilisé par WireGuard. Oui. Okay. Hors émission, tu parlais aussi de Pake. Oui, c'est la deuxième utilisation, alors qui pour le coup est plus populaire encore. La deuxième utilisation qui est les échanges de clés par des mots de passe. Donc c'est un truc assez magique qui a deux applications principales. La première c'est Magic Wormhole. On a envie de s'échanger des informations, d'envoyer un fichier ou de faire quelque chose. Et on s'est vu à une crypto party, on s'est serré la main, on s'est juste échangé un bout de papier sur lequel on a juste partagé un mot de passe. Le problème des mots de passe comparé aux clés, c'est qu'ils ont une faible entropie. Et donc, il est tout à fait possible d'essayer encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon mot de passe, ce qui est beaucoup plus facile à faire que sur une véritable clé. Malgré tout, les mots de passe sont beaucoup plus pratiques à s'échanger dans un certain nombre de contextes. Soit on se les échange oralement, on écrit sur un bout de papier, on est par téléphone. Bon, par téléphone, c'est pas forcément top, mais un canal sécurisé qui utilise de l'audio, du texte. Par signal ? Oui, ça peut marcher aussi. ou Olvid, c'est encore mieux. Ah, connais pas Olvid. On a fait une émission à propos de ce. Il y a voilà, et ça vaut le déplacement. Et puis c'est souverain. Et là, il n'y a pas de fuite dans les entêtes. D'accord. Donc une fois qu'on s'est échangé le mot de passe, il y a des protocoles qui permettent d'utiliser au maximum la force des mots de passe pour éviter de se faire attaquer. Donc dans le cas des Pake symétriques, la garantie c'est que quand on s'échange les mots de passe, si jamais il y a un attaquant qui essaye de deviner le mot de passe, il est obligé de le faire en interagissant avec l'une des deux parties. C'est-à-dire que même si j'ai un mot de passe à 4 chiffres, il me faudra en moyenne 5000 essais pour deviner le mot de passe, et ces 5000 essais devront être faits auprès de l'une ou l'autre des parties. Donc au bout du 3e essai raté, on peut se douter que quelque chose s'est mal passé, qu'il y a une tentative, que peut-être faudra essayer de communiquer plus tard, mais qu'aujourd'hui c'est pas le bon jour. Et ce qu'utilisent ces échanges de clés par mot de passe, alors pour expliquer CPace en particulier, c'est qu'on utilise le mot de passe pour générer le point de base qui d'habitude est public, mais cette fois-ci on va générer un point de base privé. Et l'avantage d'Alligator, c'est que comme la map est réversible, le point qu'on a généré, on ne sait pas du tout, personne ne sait quelle est la clé privée qui correspond à cette clé publique. On génère des clés publiques sans connaître la clé privée. Mais on l'utilise pas en tant que clé publique, pour le coup on l'utilise en tant que point de base. Donc ce qui se passe, c'est que dans le protocole X255-19, quand on fait un échange de clés, typiquement... Pardon, je recommence. Il faut remonter un petit peu plus à la base du fonctionnement des courbes elliptiques. En tant que groupe dans lequel le problème du logarithme discret est difficile. Donc la clé privée, c'est un nombre. La clé publique, c'est ce qu'on appelle un point. Ça peut être un point, un bouton, une banane, on appelle ça un point. On a autant de clés publiques que de clés privées, évidemment. Mais pour passer de la clé privée à la clé publique, on fait ce qu'on appelle une multiplication scalaire. Alors, une courbe elliptique, c'est ce qu'on appelle un groupe. Donc, c'est un ensemble, imaginez genre un paquet de moutons, sur lequel on a une addition. 2 moutons plus 2 moutons, ça fait 4 moutons. C'est pareil avec les points sur la courbe elliptique. Quand on additionne 2 points, on obtient un 3e point, selon des règles compliquées. Mais ce qui compte, c'est que c'est une addition qui a les structures qu'on attend d'une addition. Généralement, c'est commutatif. Quand on additionne 2 points, ben on obtient toujours un point. On ne va pas obtenir des moutons en additionnant 2 points. Y a un élément neutre, c'est 0. Donc si on additionne un point avec le point 0, ben on a le même point. 3 plus 0, ça fait 0. Etc. Donc, pour générer la clé publique, on part d'une clé privée qui est elle-même
la base, le point de base, c'est un point qui a été choisi plus ou moins arbitrairement, et on va faire une multiplication scalaire entre ce point et la clé privée. Ça veut dire qu'on va additionner le point de base autant de fois que le nombre représenté par la clé privée. Alors, on va pas faire 2 puissance 255 additions, en vrai. Il y a des manières plus efficaces de faire ce qu'on appelle des chaînes d'addition qui permettent de faire l'opération en moins de 512 additions. Donc, on a notre clé publique à partir de notre clé privée après avoir fait cette multiplication scalaire. Le point de base, généralement, est public. Tout le monde le connaît. Et ben, dans le cadre de CPACE, on va utiliser un autre point de base qui, lui, aura été généré non pas grâce Enfin, c'est pas un point public qu'on génère comme d'habitude, c'est un point qui a été généré en hachant le mot de passe et en mappant le hash avec Alligator. Et quand l'attaquant ne connaît pas le point de base qui a été fait pour faire l'échange, ben, il ne peut pas substituer sa propre clé publique à celle d'Alice en essayant de parler à Bob, parce que s'il essaye de faire ça, il va essayer d'échanger avec un point de base qui est le mauvais point de base. Donc tant qu'il n'a pas le mot de passe, il peut pas intercepter les communications. Alors il peut tenter d'intercepter les communications jusqu'à ce qu'il tombe sur le bon mot de passe. Ça marche. Mais 5000 essais, ça commence à se voir. C'est l'avantage du PEG symétrique, qu'on peut utiliser des mots de passe avec une faible entropie et quand même avoir une communication relativement bien sécurisée, avec la confiance que si ça a marché du premier coup, c'est pas possible que ce soit un attaquant, il y a trop peu de chance. Ok. Voilà. Après, il y a une autre utilisation, c'est les... la stéganographie. Pardon ? La stéganographie, non ? C'est ce que tu disais au début ? Ah oui, non, alors ça c'était la première application. D'accord. Mais dans les échanges de clés par mot de passe, on peut aussi faire un échange de clés par mot de passe augmenté ou asymétrique, avec le cas typique d'un serveur sécurisé. Et ce que je veux, c'est me loguer sur ce serveur. Et en plus, l'administrateur de ce serveur, c'est un grincheux, il aime pas TLS, il aime pas la gestion des clés. Et avec la gestion avec l'échange de clés par mot de passe augmenté, on peut, après avoir enregistré un mot de passe auprès de la base de données du serveur, on peut se connecter au serveur de manière sécurisée, et ce qui sécurise la connexion, c'est le secret du mot de passe et le secret de la base de données de mot de passe au niveau du serveur. Alors évidemment, si on veut être vraiment sécurisé, on sécurise le serveur par d'autres moyens en plus, parce qu'on sait que les bases de données mot de passe, ça se fait voler tous les 3 ans. Mais ça, c'est implémenté dans quoi ? Alors, ça s'appelle OPEC. J'ai oublié les noms des auteurs. Oui, mais c'est implémenté dans, je sais pas, dans SSH, dans RDP, dans... Ah, non. Alors, malheureusement, ça... Mais non, c'est nulle part encore. C'est nulle part encore. Si je voulais faire ça sur un site web, ça voudrait dire je fais de la crypto en JavaScript sur mon navigateur, et le serveur, après avoir fait ma connexion TLS, a son code spécial pour faire des échanges de mots de passe. J'ai personnellement implémenté quelque chose comme ça. Donc là, pour le moment, on est d'accord, ça s'adresse aux développeurs d'applications qui veulent faire les choses mieux qu'aujourd'hui. C'est ça. Alors l'avantage par rapport au schéma classique de mot de passe, c'est que quand je me log et que typiquement ce qui va se passer, c'est que j'envoie mon mot de passe au serveur. Donc déjà, il faut sécuriser la connexion entre le serveur et moi, parce que je lui envoie mon mot de passe directement à lui. Donc déjà, le serveur connaît mon mot de passe. Ensuite, il va essayer de le hasher en utilisant un hash de mot de passe, ou voire même une dérivation de clé par mot de passe, donc comme Bcrypt, Argon 2, avec différents critères pour que ça coûte cher, que ça prenne du temps, que ça prenne de la mémoire, pour que si jamais il se fait voler sa base de données du mot de passe, un attaquant qui a juste le hash final prenne beaucoup de temps à deviner le mot de passe. Ça, plus le fait qu'il faut un sel différent par mot de passe pour éviter les attaques par Rainbow Table. Mais ça, c'est le schéma classique. Le problème de ce schéma, donc il y en a 2, c'est que, 1, côté serveur, on connaît le mot de passe, même de manière temporaire, et 2, le travail du mot de passe lent est fait côté serveur.
Et sur un serveur qui a une certaine charge, où des gens se loguent relativement souvent, ça peut être non négligeable. Si on veut vraiment sécuriser le hash d'un mot de passe, il faudrait que ça prenne quasiment 1 seconde de calcul, alors que des échanges de clés normaux, qui normalement coûtent cher, c'est même pas 1 milliseconde. En utilisant les échanges de clés par mot de passe augmentés, donc par exemple OPEC, OPEC, ça s'écrit comme en anglais, O-P-A-Q-U-E. On peut s'arranger pour que ce soit le client qui fasse le calcul qui coûte cher. Du coup, il n'y a pas de problème de scaling, ou il y a moins de problèmes de scaling. On peut s'arranger pour que le client ne dévoile jamais, même au moment d'enregistrement, son véritable mot de passe au serveur. Il y aura au mieux le hash du mot de passe dont on a besoin à la fin. Et on garde la sécurité d'origine, c'est que si on se fait piquer la base de données mot de passe, ça mettra un certain temps à l'attaquant de deviner le réel mot de passe. Et cerise sur le gâteau, on peut, si on tolère la plus faible sécurité qui va avec, se contenter de la base de données de mot de passe pour sécuriser la connexion, car le simple fait que le serveur possède sa moitié du mot de passe l'authentifie auprès du client. Alors, au moment de l'enregistrement, il n'y a pas cette authentification, il faut se débrouiller autrement. Mais après ça, ça suffit. Ce qui simplifie la gestion de clés par mot de passe, et j'ai été amené à implémenter cette solution une fois pour un ERP, pour simplifier le travail du sysadmin qui aura à gérer le logiciel. On lui dit, voici le machin, ça c'est la base de données mot de passe, tu y tiens comme la prunelle de tes yeux, tu la changes et t'envoies un mail à tout le monde dès que t'as un soupçon de compromission de la base de données, mais tant qu'elle est sécurisée, les connexions seront sécurisées. Voilà. Et quid de l'implémentation dans des logiciels du fait de pouvoir cacher des clés avec MonoCypher? C'est déjà réalisable ou Alors c'est déjà réalisable. Certaines personnes le réalisent déjà. Alors j'ai un exemple qui utilise MonoCypher. Ça s'appelle Cryptor, K-R-Y-P-T-O-R, par Samuel Lucas, qu'on peut trouver sur GitHub. Et un des trucs que fait Cryptor, c'est d'utiliser Alligator, donc l'API de MonoCypher, pour que le fichier chiffré en entier ne puisse être distingué d'un fichier totalement aléatoire. Donc c'est la première étape. Alors évidemment, ce n'est que la première étape avant d'aller Mr. Robot et de cacher le fichier dans un CD et d'effacer tout son ordinateur. Eh bien, et tu utilises Cryptor aussi dans l'autre sens ? Ah bah oui, c'est utilisé pour le déchiffrement. Sinon, ça... Non, mais on aurait pu utiliser directement MonoCypher dans autre chose qui pourrait avoir directement avoir accès à la clé qui a été cachée avec Cryptor. Oui, le truc avec MonoCypher et avec Lipsodium et avec NaCl, avec toute cette famille de libres de crypto, ça m'a pris quelques années avant de m'en rendre compte. Elles sont bas niveau. Ce ne sont pas des libs de haut niveau. Elles sont beaucoup plus utilisables que d'autres libs de encore plus bas niveau. Malgré tout, quand on commence à faire de l'échange de clés, qu'on veut avoir des propriétés sympathiques, ce sont essentiellement des briques de base à partir desquelles on peut implémenter des protocoles plus élaborés. La crypto symétrique, c'est pas grave, on a du chiffrement authentifié, c'est out of the box, c'est au niveau. Les signatures, c'est pas grave, ça marche out of the box, c'est au niveau. Sauf pour les gens qui veulent faire des crypto-monnaies, les vilains, parce qu'ils demandent des propriétés aux signatures qui sont plus que être des signatures. Et tout à coup, ce qui était une primitive de haut niveau redevient bas niveau, parce qu'il faut qu'ils fassent attention à d'autres choses. Les hashes, bon, c'est relativement haut niveau, mais si on veut l'utiliser pour authentifier quelque chose, tout à coup c'est un petit peu plus bas niveau. Et quand on veut faire un échange de clés par mot de passe, ou un échange de clés, alors par mot de passe déjà faut implémenter le protocole, et c'est pas implémenté dans MonoCypher, c'est pas implémenté dans Lipsodium, mais il y a les briques de base. Si on veut implémenter un échange de clés tout court, on peut utiliser par exemple CryptoBox de NaCl et Lipsodium. Le problème c'est que CryptoBox n'a pas de forward secrecy.
Et si on veut des forward secrecy, il faut faire d'autres échanges de clés, utiliser des clés éphémères en plus. Et du coup, ce n'est pas du haut niveau, c'est plus bas niveau. Du coup, je ne considère pas Monocypher comme étant de haut niveau, et je pense que les implémentations de haut niveau appartiennent à d'autres logiciels. Si je voulais faire une librairie qui implémente un format de fichier, je ferais une librairie qui implémente le format de fichier avec le protocole. Donc le truc de chiffrement de haut niveau, avec les primitives de chiffrement, de déchiffrement, avec toute l'API qui va bien. Et par-dessus, on pourrait faire quelque chose d'encore plus haut niveau qui utilise les input-output de l'ordinateur. Et par-dessus, on ferait la couche finale qui est l'applicatif. Et est-ce que c'est pas dans tes projets, ça ? Ici, c'est dans mes projets. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Là, pour donner exemple, je suis en train d'implémenter ça fait 3-4 ans que je suis dessus sur l'échange de clés authentifiées, comme Noise, même propriété, juste encore plus simple. Parce que Noise est excellent, mais on peut encore le simplifier. Et c'est juste que j'ai une version qui est presque finie, mais que je ne peux pas publier parce que j'ai pas encore fait les vérifications nécessaires. Ok, Lou, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Le mot de la fin, alors, comment dire les maths, c'est bien. La crypto, les maths, c'est bien. La crypto, c'est bien. Et la crypto, pour faire encore mieux, c'est le top. C'est sûr. Non, sur le mot de la fin, je trouve dommage que Alligator était si peu utilisé, alors que ça semble tellement évident, parce que l'utilisation la plus évidente, c'est certes la stéganographie, mais avant ça, juste cacher les métadonnées. On a juste des bits aléatoires que l'on envoie, et on ne veut pas que les gens connaissent le véritable format du fichier. C'est tout. Juste pour éviter de leaker les headers, tout simplement. Et c'est l'étape ultime. Quand c'est tout aléatoire, c'est un fichier aléatoire, on ne connaît pas son format. Beaucoup de gens ont considéré que c'était niche, mais il y a eu des problèmes de difficulté d'implémentation, simplement parce que ce n'était pas suffisamment bien documenté. Il n'y avait pas suffisamment d'implémentation de référence. Donc oui, le mot de la fin, c'est je trouve dommage qu'on n'ait pas eu avec le papier les implémentations de référence comme on a eu avec Curve 255.19, qui sont ceux qui l'ont fait décoller. Donc j'espère, d'une part avec Monocypher et d'autre part avec le site que j'ai monté à l'aide de Fabio Scottoni. Donc j'espère qu'avec alligator.org et tout ce qui a été mis là-dessus, spécification, vecteur de test, implémentation de référence, on aura enfin de quoi répandre la bonne parole et que les gens utilisent pour de bon Alligator. Éventuellement, est-ce que tu aurais besoin d'un coup de main ? Enfin, est-ce que tu as des messages à faire passer ? C'est peut-être le moment. Messages à faire passer, c'est pas évident, parce que pour Alligator, c'est fait, en fait. C'est fait, c'est fini. Allez sur alligator.org et vous aurez tous les détails mathématiques qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir. Allez voir éventuellement comment Monocypher que nous vous avons épargné aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser Alligator spécifiquement, mais leur petit frère, je recommande très chaudement ristretto.org par Mackenberg, où il a un mapping qui ressemble à celui d'Alligator. Et Ristretto, c'est la même chose que Curve 255.19, mais avec des astuces pour le rendre plus sympa et plus haut niveau que Curve 255.19. Il y a moins de pièges. Donc il y a aussi un mapping là-dessus. Bon, bien nous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.